Bonjour et bienvenue sur Go to the Moon. Vous vous intéressez au marché chinois? Vous êtes au bon endroit. China, 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 China. C'est un monde fascinant, mais aussi complexe, avec des mécanismes d'investissement bien spécifiques, et on entend bien souvent tout et son contraire sur les actions chinoises. Un ralentissement chinois important signifie deux impacts potentiels. Alors que la Chine, j'ai pas envie d'y toucher. Donne des signes d'effondrement. Aujourd'hui, on va éclaircir ensemble les concepts d'action A, d'action H, la structure VIE, les fameux ADR, et pour rendre tout ça concret, on va à chaque fois utiliser l'exemple d'entreprise pour illustrer les cas. Alors, bien sûr, normalement, on dit A-shares and H-shares, mais pour moi, qui est une prononciation anglaise qui est très mauvaise, je préfère dire action A et action H. We are in France. We speak French. Allez, c'est parti. Donc, commençons par une entreprise que vous connaissez sûrement, BYD, inutile de la présenter. J'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo en deux parties sur l'entreprise et plusieurs vidéos sur les résultats. C'est un géant des véhicules électriques, des batteries, ils font même des monorails et des véhicules utilitaires ainsi que des camions. Comment un investisseur étranger peut acheter du BYD? Principalement via les actions H. Donc, les actions H, ce sont des actions d'entreprises chinoises continentales qui sont cotées sur la bourse de Hong Kong. L'avantage est énorme pour nous, investisseurs internationaux. Pourquoi? Parce que Hong Kong est une place financière internationale. Ces règles sont très proches des standards occidentaux en matière de transparence et de régulation. Acheter une action H de BYD, c'est acheter une action de l'entreprise elle-même directement cotée et soumise aux règles de Hong Kong. C'est simple, transparent, et vous avez une possession directe de l'entreprise. Donc on a quand même pas mal d'avantages à passer par ce canal. C'est disponible via la plupart des courtiers internationaux. Les règles de reporting financier sont rigoureuses, elles sont similaires aux marchés occidentaux, et on détient directement les actions de l'entreprise. Bien que cotée à Hong Kong, BYD est une entreprise chinoise, elle reste sujette aux politiques et aux régulations de Pékin. On a une exposition aussi, même si c'est relatif, aux fluctuations du dollar de Hong Kong. Mais bon, vu que celui-ci est corrélé à l'US dollar, on est quand même plutôt couvert. On a quand même la capacité d'acheter ces actions sur Hong Kong. Malheureusement, on est obligé d'en prendre une certaine quantité. Ça représente de mémoire une somme d'au moins 20 000 euros. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Si vous voulez vous y exposer sans casser votre PEL, vous pouvez le prendre via des places comme la bourse de Singapour. Merci à Power Trade pour le tips. Et personnellement, je détiens moi mes BYD via TradeGate, qui est une place de marché allemande qui est accessible via DeGiro pour acheter des actions H sans restriction de quantité. Alors le risque principal quand on parle d'actions chinoises, c'est ce fameux VIE. Qu'est-ce que le VIE? C'est une structure d'entité à intérêt variable, c'est donc un arrangement juridique complexe utilisé par de nombreuses entreprises chinoises, en particulier celles des secteurs où l'investissement étranger direct est restreint ou interdit par le gouvernement chinois via la negative list. Les entreprises chinoises qui opèrent dans un secteur sensible utilisent des structures VIE pour lever des capitaux étrangers sans pour autant que ces investisseurs détiennent directement des parts de l'entreprise elle-même. Donc voici comment ça fonctionne typiquement. Donc l'entreprise opérationnelle chinoise, c'est l'entité qui détient les licences d'exploitation et mène les activités en Chine. Elle est détenue par des citoyens chinois. L'entité offshore ou shell company, c'est une société qui est créée à l'étranger, souvent dans des paradis fiscaux comme les îles Caïmans ou les Bermudes, et c'est cette entité offshore qui vend des actions aux investisseurs étrangers, souvent sous forme d'ADR, American Depository Receipt, sur les bourses américaines ou à la bourse de Hong Kong. Les contrats de contrôle, donc, ce sont des accords contractuels complexes qui sont signés entre l'entité offshore, souvent via sa filiale chinoise à capitaux entièrement étrangers WFOE et l'entreprise opérationnelle chinoise, ainsi que ses actionnaires. Ces contrats sont conçus pour transférer les bénéfices de l'entreprise chinoise vers l'entité offshore, donner à l'entité offshore un contrôle opérationnel significatif sur l'entreprise chinoise, malgré l'absence de propriété directe, et elle permet à l'entité offshore de consolider les résultats financiers de l'entreprise
chinoise dans ses propres comptes, comme si elle en était propriétaire. Donc en résumé, les investisseurs achètent des actions ou des ADR d'une entreprise sous structure VIE, ne possèdent pas directement l'entreprise chinoise qui génère les revenus. Ils possèdent une entité offshore qui, via des contrats, a des droits sur les bénéfices et un certain contrôle sur l'entreprise chinoise. Et c'est là que on a un vrai risque qui est important à détenir des entreprises qui utilisent le VIE pour lever des capitaux étrangers. Pour être tout à fait complet, l'American Depository Receipt, donc l'ADR, représente un certain nombre d'actions d'une société en particulier. Ils sont échangés exactement de la même manière que des actions américaines sur les places boursières américaines. Pour créer un ADR, on a une institution financière, généralement une grande banque américaine, qui achète un nombre important d'actions d'une société, puis elle les réémet sur la place boursière américaine. En revanche, dans le cadre de Alibaba, par exemple, la banque américaine a pris comme sous-jacent l'action qu'on va avoir à Hong Kong, et donc a pris des actions qui détiennent l'entreprise VIE de Alibaba, pas réellement de l'entreprise Alibaba en Chine. Donc elle encapsule ces VIE dans un ADR, et c'est ça qui est commercialisé sur les places boursières américaines. On a un risque pour les ADR sans double cotation, donc les entreprises chinoises dont les ADR sont cotées uniquement aux États-Unis sont les plus exposées. En cas de delisting, les investisseurs pourraient se retrouver avec des titres illiquides, difficiles à vendre et dont la valeur chuterait lourdement, voire deviendrait nulle. Pour les ADR avec double cotation, donc là on a de nombreuses grandes entreprises chinoises qui ont déjà réalisé un dual listing, une double cotation ou une secondary listing, cotation secondaire à Hong Kong, et cela offre une voie de sortie aux investisseurs en ADR. Les investisseurs peuvent généralement convertir leurs ADR en actions cotées à Hong Kong via leur courtier, et cela permet de conserver leur exposition à l'entreprise. Bien que le marché d'Hong Kong puisse être un peu moins liquide que le marché américain, pour certains titres, il reste un marché majeur avec une liquidité suffisante pour la plupart des grandes entreprises. De plus, l'accès au marché de Hong Kong par les investisseurs chinois de Chine continentale Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis? Les Japonais? via le programme Southbound Stock Connect peut compenser une partie du volume perdu aux États-Unis. Alors ça a forcément un impact sur la valorisation, hein. Si jamais il y avait un delisting des États-Unis, ça pourrait entraîner une pression à la baisse sur la valorisation, et même pour les entreprises qui auraient une double cotation, parce qu'on aurait une perte d'accès au vaste pool de capitaux américains et à une grande réduction de visibilité internationale. Par ailleurs, ça créerait une onde de choc et donc une onde de perte de confiance qui serait quand même assez désastreuse pour les entreprises chinoises, même si elles sont en double cotation. Alors, par exemple, si on regarde ces entreprises comme Alibaba, PDD, JD.com, Baidu, on a une exposition à l'actionnariat américain et notamment institutionnel américain qui est très important. Pour Alibaba, ça représente quasiment 25%. Yum China, c'est quasiment plus de 50%. Donc c'est assez important. Et en plus, on a des entreprises qui ont quand même des parties significatives des fonds US qui ne sont exposés sur ces entreprises-là que via les ADR, pas par les actions H. Et donc si jamais il y a un delisting, ça aurait un impact direct sur ces cotes-là. Donc quand même c'est assez important. Alors, Alibaba, c'est donc un géant numérique. Tout le monde connaît Alibaba. Vous avez déjà acheté forcément sur AliExpress. Personnellement, je détiens des actions Alibaba cotées à New York. Et c'est un ADR qui encapsule une structure VIE. Alors, on a déjà expliqué à quoi sert la structure VIE et qu'est-ce qu'un ADR. Mais par contre, l'avantage de l'ADR pour Alibaba, c'est qu'on a un achat direct sur les marchés américains. C'est coté en US dollars, comme une action classique. C'est très très liquide. Ça permet d'investir dans une entreprise chinoise de renommée mondiale, sans passer par Hong Kong, parce que quand vous achetez des actions sur Hong Kong, vous avez un montant minimum, et donc ça peut représenter des sommes quand même d'investissement qui sont très importante. Attention, on a quand même ce risque réglementaire de décotation, parce que la Chine n'a jamais officiellement reconnu la légalité de la structure VIE, et c'est là qu'est le principal danger. Pékin pourrait du jour au lendemain la déclarer illégale, ça rendrait notre investissement sans valeur, ça entraînerait le retrait des ADR des bourses américaines, et on aurait un risque de décotation. Et la perte nette, on passe à zéro. De mon point de vue, c'est très très peu probable. Parce que
Actuellement, les entreprises chinoises comme Alibaba, Xiaomi, etc., pour la Chine, sur la guerre commerciale, la guerre économique qu'elle mène sur le monde entier, face aux États-Unis et à l'Occident, ces entreprises-là sont ces bataillons, ces armées. C'est surtout aussi des vecteurs de soft power chinois qui sont très importants et des vitrines, mais en plus, dans le cas d'Alibaba, c'est des entreprises qui permettent de commercialiser les produits chinois à l'extérieur de la Chine. Donc c'est des vecteurs qui sont stratégiques, importants, et qui, du point de vue chinois, si on délistait ou si on interdisait les VIE pour ces entreprises-là, serait comme se tirer une balle dans le pied. Donc c'est pour ça qu'on assiste à ce jeu de dupes où effectivement la negative list interdit aux actionnaires de détenir certains types d'entreprises chinoises. Ce contournement via les VIE, l'État chinois ferme les yeux sur ce stratagème parce que les entreprises chinoises ont besoin de ces investissements étrangers. Concernant les actions H ou les ADR, on reste tout de même exposé à la structure du VIE et donc à la validité de la structure VIE par les autorités chinoises. C'est une nuance cruciale. Ce n'est pas le lieu de cotation qui valide la structure VIE, mais la position du gouvernement chinois. Donc, tant que le gouvernement chinois ferme les yeux et laisse faire, la fête peut continuer. Le jour où il décide de dire stop au VIE, ça sera la bérésina boursière. Alors on va faire un focus sur la negative list pour comprendre comment ça marche et à quoi ça sert. Pour vraiment saisir pourquoi les structures comme les VIE existent, il faut comprendre un document clé. Donc c'est la negative list chinoise. Cette liste, elle est officiellement appelée les mesures spéciales de gestion pour l'accès des investissements étrangers. Et en fait, c'est en quelque sorte la liste des secteurs où l'investissement étranger est soit interdit, soit restreint en Chine. Si un secteur n'est pas sur cette liste, il est théoriquement ouvert à l'investissement étranger, avec le même traitement que les entreprises domestiques. Donc en pratique, cette liste, c'est la raison pour laquelle de nombreuses entreprises, notamment dans la technologie et l'éducation, ont dû adopter la structure VIE pour attirer des capitaux étrangers. Donc la tendance actuelle de la negative list, c'est une ouverture graduelle mais sélective. Donc la bonne nouvelle, c'est que la tendance générale de la negative list est à la réduction. Le gouvernement chinois a constamment raccourci cette liste au fil des ans. La dernière version nationale publiée fin 2024 pour l'année 2025 a encore réduit le nombre d'éléments restreints ou interdits. Pour concrétiser, voyons des exemples d'entreprises et comment la negative list les affecte. Donc Alibaba, on a déjà parlé, c'est une entreprise qui est obligée d'avoir recours au VIE pour les investissements, car son secteur principal, c'est les services Internet, e-commerce, fintech, cloud computing. Donc les services d'information sur Internet, le secteur de la finance, notamment les paiements électroniques via Ant Group, affilié à Alibaba, sont des domaines sensibles où le contrôle étranger est restreint ou interdit. D'où la nécessité du VIE. Tencent Holding, c'est une entreprise dont le secteur principal est aussi les services Internet, réseaux sociaux, jeux en ligne, fintech. Quand on parle de réseaux sociaux, on parle de WeChat, ce truc énorme qui est utilisé par 1,4 milliard de Chinois. Quasiment toute la Chine utilise WeChat, c'est vraiment hallucinant. Et donc les raisons sont similaires à Alibaba, c'est les services Internet, les plateformes de contenu, les jeux en ligne qui sont soumis à des restrictions d'investissement étranger en raison de leur impact social et culturel. Donc on voit que depuis 2025, la negative list a été allégée, on a ouvert le manufacturing, le healthcare et l'entertainment. Alors les entreprises non impactées par la negative list, on en a déjà parlé, BYD, Antasport, je ne reviendrai pas dessus, c'est le secteur manufacturier. On a Tsingtao Brewery, donc c'est la production de bière. L'industrie agroalimentaire et les boissons, c'est généralement ouvert aux investissements étrangers. Ce n'est pas sur la negative list. China Mobile, alors c'est un cas particulier parce que c'est un secteur stratégique, mais la negative list autorise des investissements étrangers minoritaires, souvent jusqu'à 49% pour les services de base. Donc China Mobile est coté à Hong Kong avec des restrictions de propriété étrangère plutôt que via VIE. Pour ce qui est de ICBC, c'est une banque vraiment très très puissante en Chine. Ce secteur est ouvert à l'investissement étranger, mais avec des restrictions de propriété, avec des participations minoritaires. Et donc, ces banques, elles sont cotées directement en actions A ou H. Donc, on peut les retrouver, par exemple, en ce qui concerne ICBC,
à Shanghai et à Hong Kong. Comprendre la négative list, c'est essentiel pour tout investisseur. Elle explique non seulement pourquoi les structures VIE existent, mais aussi où se situent les risques réglementaires majeurs. Alors que la Chine cherche à attirer plus d'investissements, la liste continuera probablement de se réduire, mais les secteurs considérés comme vitaux pour la souveraineté ou la sécurité nationale resteront sous contrôle strict. Alors, on a des exceptions. Antasport, qui a un ISIN KYG 040 111 059. KYG, c'est les lettres des îles Caïmans. Donc, on a une entreprise qui est enregistrée aux îles Caïmans. Et ce qui est enregistré aux îles Caïmans, c'est la société holding qui détient directement ou indirectement toutes les marques et toutes les opérations du groupe Antasport. Ça inclut Anta, Antakid, Anta Plus, Fila, Descente, Coulomb Sport, Maya Active, la participation majoritaire dans Hammersport, qui elle-même est cotée à New York. Hammersport, pour information, c'est l'entreprise qui détient en portefeuille Salomon, Wilson, Acertix, Atomic, Peak Performance, etc. Mais aussi d'autres marques comme Sprandi et King Co. Donc, quand vous achetez une action Antasport cotée à Hong Kong, même si la société holding est enregistrée aux îles Caïmans, vous achetez bien une part proportionnelle de l'ensemble de ce groupe diversifié, de ses actifs, de ses opérations et de ses bénéfices, sans la couche de complexité et le risque réglementaire additionnel d'une structure VIE. Alors, les actions A ou A-Shares, pour ça, on va parler du FTSE A50. Donc ça, c'est tous les géants locaux chinois. Le A50, c'est un petit peu comme le CAC 40 français. Ça regroupe les 50 plus grandes capitalisations boursières du marché A. Ce sont les géants de l'économie chinoise. Donc ce sont des entreprises souvent essentielles à la vie quotidienne des Chinois. Ces actions sont cotées sur les bourses de Shanghai et Shenzhen. Et donc, on va voir ensemble les plus grandes capitalisations de cet indice qui domine le marché intérieur. Donc on a Kuaishou Mutai, c'est le producteur du fameux alcool de riz, le Baijiu. C'est un symbole de luxe et de tradition en Chine. C'est souvent l'action la plus chère et la plus valorisée du marché A-Shares. Et investir dans Kuaishou Mutai, c'est investir dans un pilier de la consommation domestique chinoise. C'est vraiment énorme cette boîte, c'est quelque chose de monstrueux. Ping An Insurance, c'est un colosse de l'assurance et des services financiers. C'est diversifié dans la santé, la technologie. Ping An, c'est un baromètre de la santé financière des ménages et des entreprises chinoises. C'est vraiment une structure qui est énorme, tentaculaire. China Merchants Banks, c'est l'une des banques commerciales les plus importantes de Chine, reconnue pour sa gestion et sa position dans le secteur bancaire. Donc ces entreprises sont des mastodontes. L'accès à leurs actions A est, comme mentionné, plutôt contraint pour les investisseurs étrangers, voire même très compliqué. L'investissement en direct reste majoritairement via des programmes comme Stock Connect, qui relie les bourses de Hong Kong et de Shanghai et Shenzhen. Ça permet un accès limité à ces actions. Alors pourquoi s'intéresser à ces actions malgré les barrières ? Alors, elles offrent une exposition unique à l'économie chinoise. Elles sont souvent moins corrélées aux marchés internationaux que les actions H. Et depuis 5 ans, cet indice a fait du surplace. Vraiment, c'est une catastrophe. Alors, les plus bas ont été atteints en 2024. Chute à l'arrière du peloton. Début 2024 et fin 2024, avant un rebond énorme fin 2024. Mais la tendance à la reprise n'est pas finie. On peut s'attendre à un potentiel de croissance encore très important, étant donné que c'est un indice qui en a encore énormément sous la semelle. Si et seulement si on a la consommation intérieure chinoise qui enfin se débloque, et là on aura un raz-de-marée sur le A50 index. C'est un indice qui est quand même assez orienté finance, il y a beaucoup de banques dedans, on a de la consommation de base, on a la consommation discrétionnaire, on a de l'industrie, on a des technologies de l'information, on a de l'énergie, des utilities, notamment une entreprise minière que j'aime beaucoup, un peu de healthcare, un peu de matériel, et voilà, c'est tout. Donc, si on regarde la liste qui compose ce FTSE China A50, on a beaucoup de bancaires, donc Agricultural Bank of China, bien sûr
Bank of China. On en parlait tout à l'heure, il y a ICBC. Donc, dans les plus grosses banques, on a China Merchant Bank. Chose importante, on a China National Nuclear Power, des groupements d'assurance, pétrochimie, énergie, construction, énergie encore. Alors, je compte sur un rebond de la bourse chinoise sur l'immobilier. Parce que de mon point de vue, la crise a quasiment été purgée. On a encore des soubresauts, bien sûr, mais là, le problème a été grandement adressé. On a énormément de choses qui ont été faites pour régler ce problème de la crise immobilière et on devrait arriver à une normalisation et à un retour du développement de la construction de façon un peu plus apaisée en Chine. On a, alors ça m'intéresse aussi d'investir dedans, on a CATL, on a Costco Shipping, donc le transport, Foxconn, ça c'est hyper important pour moi, Great Wall Motor, une marque de voiture, Haier Smart Home, ICBC j'en parlais, Industrial Bank, encore une banque, Kuaishou Mutai, 11% de l'indice, c'est énorme, c'est un truc de fou. On a PetroChina. Je voulais acheter du PetroChina, donc maintenant c'est chose faite via le A50. Ping An Insurance et Ping An Bank, encore une banque. Shaanxi Coal Industry, pas mal aussi. La partie charbon. En entreprise aussi importante, Zijin Mining Group, ça c'est un gros groupe minier, or, cuivre, c'est énorme ce groupe. Donc je suis très content de le détenir via FTSE China à 50 et reprendre une petite louche de BYD, ça fait jamais de mal. Donc je suis aussi content d'être exposé à BYD via le China à 50. L'avantage de cet indice, c'est que on détient réellement les entreprises via des actions de type A. Donc c'est des vrais titres de propriété qu'on obtient par l'ETF via Stock Connect. C'est au choix, c'est selon ce qu'on veut. Si on veut rester sur du Hong Kong dollar, qui est quand même plutôt aligné sur la cotation de l'US dollar, ou sur du renminbi, si on veut jouer la hausse future du renminbi, ça peut être intéressant de détenir du A50 en renminbi. En plus, ça permet de réduire le risque de change entre le dollar de Hong Kong et le renminbi. Donc, on a plusieurs ETF pour investir sur le FTSE China A50, donc, qui est coté à Hong Kong. Attention, les heures de cotation, c'est la nuit jusqu'à 8h, 8h30 du matin ou 9h du matin. Donc, voilà, si vous voulez en acheter, c'est seulement aux horaires d'ouverture de la bourse de Hong Kong. Et donc, on a le iShare FTSE China. Très intéressant parce qu'on a des frais de gestion qui sont très bas. C'est coté en yuan chinois ou en dollars. Et en plus, c'est l'un des ETF les plus anciens, les plus liquides sur cet indice. Donc forcément, c'est intéressant d'être dessus parce que, c'est beaucoup moins cher. Et en plus, c'est un des ETF où il y a le plus de liquidité. Donc ça peut être intéressant. Quand on a des ETF qui sont très peu liquides, on peut y avoir des spreads. Ça peut être difficile de sortir, donc c'est un peu relou. On a le CSOP FTSE China à 50 ETF. Alors attention, celui-là, il a des frais de gestion qui sont très très élevés. 0,98, c'est quand même assez abusé. Alors, cet ETF se distingue par sa méthode de réplication physique. Il achète réellement les actions sous-jacentes de l'indice FTSE China à 50. Et du coup, j'ai vérifié aussi sur iShares et sur le Amundi. Mais les deux utilisent une méthode de réplication physique. Donc dans les 3 cas, on a un ETF qui fait une réplication physique. Et après, vous avez juste le choix de se dire, bah moi j'ai envie d'acheter du Amundi ou plutôt du iShares. Les frais de gestion en 0,48 ou 0,35. Alors, moi j'ai acheté du Amundi. Je pense que il est plus intelligent d'acheter du iShares parce que c'est moins cher et c'est plus liquide. Et on a quand même une réplication physique. Donc franchement, de mon point de vue, il vaut mieux prendre le 82-823. Mais ça après, c'est chacun fait comme il le souhaite. Et surtout, ça ne représente pas un conseil d'investissement. Vous faites vos propres choix. Je vous dis seulement ce que moi j'ai fait et quelle a été ma démarche pour le faire. Alors j'espère qu'avec cette vidéo, vous êtes maintenant calé sur tout ce qui est VIE, ADR,
les actions H, les actions A. Quel est le risque? Comment le gérer? Si on s'expose au VIE, quel est le risque de perte? Attention, c'est risqué. Oh, attention, chérie, ça va couper. Personnellement, pourquoi j'investis en VIE? Pourquoi je prends le risque d'investir en VIE? Parce que pour moi, Tencent et Alibaba, ce sont des entreprises exceptionnelles. On investit dans des convictions qu'on a en plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous tease la prochaine vidéo. C'est la vidéo qui va vous expliquer comment j'ai tenté le combo de la mort. Le combo de la mort m'a été inspiré par mon frère avec qui je discute énormément de bourse, avec qui donc voilà on investit sur des valeurs, on discute énormément, on échange énormément, et il y avait une opportunité sur la publication de GTT, la publication de résultats de GTT, donc prendre du GTT avant la publication pour bénéficier de l'effet boost de la publication, d'autant plus que il y avait eu ce fameux 7 avril, donc on avait eu l'occasion de ramasser du JTT assez bas, entre 118 et 120 à peu près. Et donc on pouvait faire une belle plus-value avec la publication de résultats. L'objectif étant ensuite d'enchaîner en achetant du Hug Autoliner et de bénéficier ensuite de la belle publication de résultats et ensuite de l'annonce du dividende qui aurait fait ensuite booster la valeur. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Et la semaine d'après, on avait la publication d'Evolution AB, qui était censée être une magnifique publication avec une belle hausse. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de bons investissements. À bientôt.